Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérôme Billet, je suis le délégué général de France Innovation. Alors, ravi de vous accueillir en grand nombre pour ce webinaire intitulé Recherche et innovation responsable, nouveaux leviers pour une croissance durable. Webinaire animé par un membre de France Innovation qui s'appelle Socience et incarné par Mélanie Marcel. Alors, deux introductions. Une introduction d'un point de vue technique et puis après une introduction très brève sur France Innovation. Et puis, je laisserai la parole très rapidement à Mélanie. Techniquement, le webinaire est enregistré, donc vous aurez possibilité de consulter le webinaire en replay au courant de la journée. Vous aurez également accès au support de Mélanie, pareil, accessible dans l'après-midi. Ça vous sera envoyé par mail. Par défaut, et ça sera le cas sur l'intégralité de la session, votre webcam ainsi que votre micro sont désactivés. Vous avez possibilité de poser des questions via le module questions du panneau de contrôle. Donc, n'hésitez pas à poser votre question à Mélanie et on tâchera de prendre l'intégralité des questions en fin d'intervention de Mélanie. Euh, Maintenant, on va s'attaquer un peu à France Innovation avant de laisser la parole à Mélanie. Alors, France Innovation, c'est un réseau d'entreprises qui font bouger les lignes et inventent le monde de demain. En tout cas, ça, c'est un peu le leitmotiv. C'est une association de type loi 1901 à but non lucratif, positionnement qui est national, multifilière et multitechnologique. Elle fait des entreprises innovantes, que ce soit des entreprises qui mènent des travaux de recherche et développement technologique pour le compte de tiers. Alors derrière le terme tiers, ça va être aussi bien start-up, PME, ETI, grands groupes, mais également des organismes de recherche publics qui sont à la recherche de compétences pour des travaux de maturation techno. On va trouver également des entreprises innovantes sur un volet produits, procédés ou services, mais essentiellement orientées B2B et industrie. Et enfin, on va retrouver des entreprises du monde du conseil, d'accompagnement, que ce soit sur les pratiques de financement, financement public, financement privé, de stratégie de propriété intellectuelle, de management d'innovation, etc. On mélange tout ça et donc ça fait France Innovation. En termes de services pour les membres, 4 blocs: agir collectivement, soutenir le business développement de nos membres. Alors typiquement, ça s'incarne par exemple par le webinaire, ça permet de rendre visibles les compétences de nos membres et leur savoir-faire. C'est également le magazine 362 R&D, je vous invite à consulter bien entendu. C'est également les événements type France Innovation Meetings que j'évoquerai un peu plus tard. Et également tout un volet sur l'anticipation et l'information et bien entendu la valorisation du savoir-faire de nos membres. Alors nos membres, habituellement, on avait une constellation de logos, ça commence à ne plus passer, donc, et on en est ravis. On a simplifié les choses, un annuaire des compétences qui s'appelle Trouver une expertise, facilement accessible sur notre site internet. Vous avez le lien qui s'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas à consulter les fiches profil de nos membres, vous pouvez également entrer en contact avec eux si vous le souhaitez. Pour nous rejoindre, c'est assez simple, c'est une rubrique qui s'appelle Adhérer. En termes de point de contact, je serai votre point de contact, vous avez mon numéro de portable, vous avez également l'adresse mail générique de l'association, donc si vous souhaitez en savoir plus pour nous rejoindre, n'hésitez pas. Quelques dates à retenir. Alors, 13 avril, recherche innovation, responsable levier pour une croissance durable, Socience, on y est, et merci à vous. Le 14 avril, donc c'est demain, ça sera à 11 h également. EIC Accelerator, donc c'est un instrument qui est dédié aux startups et aux PME dans le cadre du programme Horizon Europe. C'est animé également par un membre qui s'appelle Novanexia. Le 15 avril, une webinaire d'information l'après-midi animé par Adam Île-de-France sur toutes les opportunités qui se proposent aux entreprises dans le cadre du plan de relance. Le 5 mai, modélisation et évaluation technico-économique de projets hydrogène, Nadéo Technologie Industrie, également membre de France Innovation. Et 29 juin, créer durablement de la valeur et transformer votre savoir en cash grâce à l'API. Et c'est Winotech, membre de France Innovation, qui sera à la manœuvre. Vous avez deux liens sur cette slide. Un lien qui est le lien générique sur les webinaires qui permet de retrouver l'ensemble des webinaires qui sont référencés. À noter que le deuxième lien qui est dédié à Adam Île-de-France, c'est parce que le webinaire Adam Île-de-France n'est pas référencé sur le site aujourd'hui. Et notez bien également que, par exemple, entre le 5 mai et le 29 juin, vous pouvez être certain qu'il y a de nouveaux webinaires qui sont en phase de programmation, donc le programme va être largement enrichi. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre la liste de diffusion de France Innovation. Comme ça, vous serez informé en temps réel. Après, il restera la solution un peu moins pratique, c'est de consulter régulièrement la rubrique webinaire du site de France Innovation. Et enfin, on organise depuis 2019 des événements qui s'appellent France Innovation Meetings, qui sont des rendez-vous d'affaires en visio entre entreprises innovantes. Une première édition en 2019, 2 en 2020, et là on passe à 4 éditions sur 2021. 24 juin, énergie et environnement. 1er juillet, mobilité, là ou les mobilités d'ailleurs. 16 septembre, aéronautique et 9 décembre, medtech. Tous ces événements sont accessibles lorsqu'on est membre de France Innovation, mais également lorsqu'on n'est pas membre de France Innovation. Donc,
possibilité de participer à ces événements en tant que non-membre. Et enfin, c'est ma dernière slide, vous voyez, c'est très court, un rappel du site de France Innovation, l'adresse générique, le LinkedIn et le Twitter. Merci à vous en tout cas pour votre participation. Moi, je vais vous retrouver sur la partie questions-réponses et de suite, je laisse la main et la parole à Mélanie et on se retrouve sur la partie questions-réponses. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette petite introduction. Alors, aujourd'hui, on va parler recherche et innovation responsable, levier pour une croissance durable. Je vais aborder la question, évidemment, via le biais de la recherche et de l'innovation, et donc avec un prisme plutôt, on va dire, industriel, technologique. Et je vais vous le présenter dans quelques secondes, vous verrez que c'est vraiment ma spécialité. Mais on va aussi l'aborder, enfin je vais essayer de vous donner des choses très concrètes, pas trop de définition, pas trop de théorie. Il faut savoir que la recherche et l'innovation responsable, c'est un concept qui a été proposé par la Commission européenne en premier lieu. Donc c'est un concept qui a beaucoup été travaillé au niveau académique. Il y a énormément de théories derrière ce que je vais vous donner, mais aujourd'hui on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas rentrer dans la théorie et je vais rentrer vraiment dans le très concret et dans des exemples réels de ce qu'on a pu faire et de ce qu'on a pu voir chez des gros clients plutôt industriels. Quelques mots sur moi. Donc, je suis Mélanie Marcel, la fondatrice d'une entreprise sociale qui s'appelle Socience. Je vais vous la présenter dans une petite seconde. Mais je suis aussi experte sur ces sujets, recherche et innovation responsable, pour la Commission européenne. Donc, n'hésitez pas dans la partie questions, si vous voulez que je rentre plus en détail sur des questions un peu plus techniques, par rapport à ce concept, c'est vraiment quelque chose que je peux faire. Là, ce que je vais vous donner, ça va plus être du pratico-pratique, mais on peut tout à fait rentrer dans plus de techniques si vous le souhaitez. Alors, quelques mots sur Socience, qui est donc l'entreprise que je dirige. Notre mission, c'est de faciliter la recherche partenariale à impact positif. Donc, vous le voyez, on vient du monde de la recherche. Et donc, tout mon discours va être très axé sur une recherche plutôt technique, plutôt industrielle. Donc, c'est vraiment de là que je vais parler. On dit qu'on a en général 3 manières d'agir. Nous, notre but, c'est vraiment les partenariats. Donc, si vous connaissez le framework de l'ONU, il y a le fameux objectif 17 qui sont les partenariats pour la réalisation des objectifs du développement durable. Et c'est vraiment sur celui-là qu'on travaille. Vous allez le voir, hein, notre parti pris, c'est de dire pour avoir des produits, une innovation et ou une croissance durable, il faut travailler de concert avec tous les acteurs concernés et avec toutes les parties prenantes. Et donc, c'est vraiment ça sur lequel je vais insister aujourd'hui. On met en œuvre des nouvelles pratiques de recherche et d'innovation pour pouvoir en fait créer ces produits de demain. Et puis évidemment, on implique autant que faire se peut toutes les parties prenantes et donc les sciences et la recherche dans la réponse aux grands enjeux sociaux et environnementaux par les programmes qu'on met en œuvre. Alors, quelques mots sur de quoi parle-t-on quand on parle d'innovation responsable. Je vous ai dit que je ne vais pas vous donner trop de définitions, je ne vais pas être très théorique et je vais vraiment rester dans les cas d'études. Donc vraiment, très rapidement, voilà ce que nous, chez Socience, on va considérer quand on va parler d'innovation responsable. On va le voir un peu comme une fusée à plusieurs étages, sachant que le premier étage, c'est l'innovation durable ou l'éco-innovation, qui en général se concentre beaucoup dans les entreprises sur la réduction des impacts négatifs. Donc, comment est-ce que je vais utiliser dans mes process moins d'eau, comment je vais utiliser moins d'énergie, est-ce que je peux recycler mes déchets, etc. Donc, on est vraiment sur l'idée de dire qu'une activité a des impacts qui peuvent être négatifs et on va essayer de les réduire. Et en général, c'est vraiment l'idée dirigée par les process. Ensuite, on va avoir l'innovation à impact. L'innovation à impact, ça va un cran plus loin parce que là, l'entreprise ou l'innovateur va se dire, en fait, je ne veux pas seulement réduire mes impacts négatifs, mais je veux créer des impacts positifs par mon cœur de métier.
En général, c'est vraiment dirigé par le produit et on va potentiellement créer des nouveaux produits ou modifier complètement ses activités pour utiliser ses compétences d'une nouvelle manière. Et donc proposer de nouveaux services, de nouveaux produits et changer en fait en profondeur ce qu'on fait. Les 2 cas d'études que je vais vous présenter aujourd'hui essayent de vraiment se tourner vers cette innovation à impact, mais évidemment en fonction des enjeux des entreprises, on n'a pas les mêmes problématiques et donc on va soit être sur le premier pilier de la fusée, soit sur le second. Et puis le dernier, qui est vraiment le pilier qu'il faut tenter d'atteindre, mais qui est pas non plus le plus simple évidemment, c'est d'essayer d'avoir des impacts positifs pour tous. C'est ce qu'on appelle l'innovation inclusive. Et donc là, il va y avoir des vraies réflexions de la part de ces innovateurs et de la part de ces entreprises pour créer non seulement un produit qui a un impact positif, mais qui en plus soit inclusif, qui prenne en compte les biais et qui prenne en compte les questions de l'accessibilité des produits. Donc ça, c'est évidemment une revue un peu rapide de ce qu'est l'innovation responsable. Mais déjà, vous voyez, vous avez une manière de comprendre l'innovation par palier et qui peut permettre de partir d'un point A pour une entreprise donnée qui, à un moment donné, a des produits avec un certain impact et pour essayer d'aller vers le palier le plus responsable qui serait l'innovation inclusive. Alors pour faire ça, nous chez Socience, on a une approche qui est très partenariale. Vous avez sûrement déjà entendu parler des parties prenantes, c'est évidemment des organisations, des personnes, même les citoyens que l'on prend maintenant en compte quand on travaille sur des nouveaux produits ou quand on travaille même sur des recherches et qui nécessitent parfois de travailler différemment. Nous, la manière dont on va approcher la question de l'innovation et de la recherche va être extrêmement partenariale, tout simplement parce que les problématiques auxquelles on veut répondre, donc les enjeux sociaux ou les enjeux environnementaux qui sont les nôtres aujourd'hui, sont extrêmement complexes. C'est impossible de les attaquer et de les comprendre par seulement un point de vue. Et donc, en fait, tout le travail va être de se demander comment est-ce qu'on arrive à travailler finalement en innovation ouverte pour pouvoir intégrer au processus non seulement évidemment toutes les personnes qui sont dans l'entreprise, le milieu universitaire et l'académie, bien entendu, sur de la recherche partenariale, mais aussi les gouvernements, les acteurs publics, et puis la société civile, qui est souvent l'acteur qui est le plus difficile à mobiliser, parce qu'on n'a pas l'habitude, surtout dans des processus très industriels, d'avoir une société civile, des organisations comme des associations, des ONG, très impliquées dans les process de création des nouveaux produits qui vont répondre aux enjeux de demain. Donc ça, c'est vraiment, nous, l'approche qu'on va prendre chez Socience, et vous allez voir que les 2 cas d'études que je vous présente sont très tournés là-dessus. Alors, dans les 2 cas, donc je vous le présente en amont parce que les 2 cas vont être basés sur le même programme d'innovation ouverte qui ont été implémentés pour ces 2 entreprises. Et ce programme d'innovation ouverte, c'est The Future Of. C'est un programme qu'on a créé chez Socience et dont le but est vraiment de créer de la recherche partenariale autour de sujets évidemment de innovation et de R&D, mais pour répondre à des enjeux de société, donc que ce soit des enjeux sociaux ou des enjeux environnementaux. Et c'est à la fois une réponse du coup qui va être apportée, qui va être technique, qui va être potentiellement industrielle et qui va potentiellement mener à un nouveau produit. On va voir ça sur nos 2 cas. Mais la porte d'entrée, c'est l'enjeu social ou environnemental. Alors évidemment, pour y répondre, c'est ce que je disais à l'instant, on va avoir besoin de profils de partenaires très différents de ce qui se fait d'habitude. Et donc, va se poser la question de comment est-ce qu'on les réunit autour de nos programmes. Très rapidement, comment ça fonctionne? C'est des programmes qui durent moins d'1 an. En général, on est sur une durée d'à peu près 11 mois. Il faut identifier et prioriser les enjeux auxquels on va tenter de répondre, définir une question précise à laquelle les gens vont pouvoir s'attaquer. Et puis ensuite, le format est relativement classique dans le sens où
on fait un sourcing et une sélection de participants qui veulent répondre à cette question. La vraie grande différence, c'est que nos participants, s'ils décident de participer, c'est parce qu'ils veulent créer des nouveaux partenariats qu'ils n'ont pas l'habitude de créer d'habitude. Donc, par exemple, on va avoir un entrepreneur social avec un chercheur, avec un industriel qui décide de collaborer ensemble à trois. Et puis, d'habitude, le chercheur et l'industrie peuvent avoir un petit peu l'habitude de collaborer ensemble, mais l'entrepreneur social ou l'association ou l'ONG, c'est une partie prenante qu'on a rarement dans les collaborations de recherche. Et donc il faut apprendre à collaborer avec ce type d'acteurs. Donc, on fait une rencontre des participants qui sont choisis, en général entre 30 et 50 participants qui se rencontrent sur 1 à 2 journées et qui, du coup, créent ces partenariats et qui, à l'issue de la journée, les lancent et sont accompagnés pour vraiment avoir un peu l'impact qu'ils souhaitent avoir à travers le partenariat. Donc ça, c'est le programme classique qu'on lance sur différentes thématiques et vous allez voir ça tout de suite. Alors, premier cas, donc je vais vous présenter aujourd'hui 2 cas qui sont un petit peu différents parce que les entreprises ne partent pas du même endroit. Premier cas, on a une entreprise qui doit se transformer en profondeur, vraiment, dont le métier, en fait, pratiquement doit changer parce que elle est poussée par des contraintes environnementales et sociales qui sont fortes et du coup par une pression des consommateurs, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des produits qui sont critiqués, qui ne trouvent plus forcément preneur, ou en tout cas on voit une baisse du chiffre d'affaires à cause de l'impact environnemental et éventuellement du fait que les consommateurs changent de manière de vivre tout simplement. Donc on est dans le cas d'une entreprise qui serait aujourd'hui dans un modèle très classique, mais qui aurait vraiment besoin de se transformer en profondeur. Ce cas nous arrive assez souvent. Ici, je vais vous présenter les résultats du programme The Future of qu'on a fait avec Perrier sur The Future of Positive Packaging. Donc, ce que vous allez avoir ici, donc vraiment l'idée c'était de travailler sur la question du packaging. Pour Perrier, vous le savez, il y a beaucoup de boissons Perrier qui sont vendues dans des bouteilles en plastique. Et c'était cette partie un peu plastique qui était extrêmement critiqué, mal vu. Si vous vous souvenez, en 2019, on a eu une grosse phase de plastic bashing et donc il y avait vraiment une vraie question au niveau des équipes stratégiques et marketing de Perrier de se dire en fait, comment est-ce qu'on change? Parce que si on ne change pas, nos clients vont se détourner de nous. Et en plus de ça, on a quand même un produit qui, aujourd'hui, s'il se retrouve dans la nature, est extrêmement mauvais pour l'environnement. Donc, comment on avance et qu'est-ce qu'on fait? C'est, vous le voyez, une problématique extrêmement complexe parce qu'en fait, ça touche tous les métiers de l'entreprise. Il faut repenser la manière dont on vend le Perrier, mais ça change aussi complètement les départements R&D, parce qu'évidemment, si on veut se débarrasser du plastique, on n'est plus sur le même produit. Se débarrasser du plastique n'est pas forcément la meilleure idée non plus, parce qu'on avait eu beaucoup de bouteilles Perrier qui sont exportées. Et donc, quand on exporte, par exemple, aux États-Unis, et en fait, l'impact carbone d'une bouteille en verre est bien plus importante qu'une bouteille en plastique, qui est plus légère. Donc, vous voyez, c'est une problématique extrêmement complexe. Sur cette problématique, on a lancé un The Future of, vous voyez ici l'affiche, et il a fallu se poser la question déjà de quel allait être le défi qu'on allait proposer à nos futurs participants. Vous le voyez ici, le challenge, How to reinvent the source and the end of life of packaging in the beverage industry. Et donc là, c'est assez intéressant, c'est comment réinventer le début et la fin de vie du packaging dans l'industrie de la boisson pour générer, et c'est là qu'on a vraiment l'impact positif qui essaye d'apparaître, pour générer des solutions à impact social ou environnemental positif. Un point qui est important, c'est que quand Perrier est venu avec cette problématique-là, il faut savoir que c'est une problématique qui est tout à fait particulière quand on parle de boissons pétillantes. Parce que c'est beaucoup plus difficile en fait de retenir, d'avoir des caractéristiques techniques qui sont celles qui sont nécessaires pour retenir les bulles des boissons pétillantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment travaillé avec Perrier sur leurs questions, leurs challenges qu'ils allaient poser au monde, parce que
la problématique environnementale, évidemment, ne se pose pas que pour les boissons pétillantes. Et donc, on peut faire l'erreur de poser la question uniquement avec un cahier des charges boissons pétillantes, sans se rendre compte que la première chose qui compte dans toute cette histoire, c'est pas tant que Perrier arrive à vendre son Perrier dans des bouteilles écologiques, mais c'est que l'ensemble du secteur de l'industrie des boissons arrive à trouver des solutions face à la question du packaging. Et donc, vous voyez que déjà, à ce stade-là, on est sur une innovation qui va être responsable aussi parce qu'elle va accepter d'intégrer finalement même les concurrents directs en se mettant derrière la bannière d'un impact environnemental qui est à atteindre et qui est plus important qu'une marque uniquement. J'avance un petit peu. Alors, Socience, évidemment, fait l'appel à projet. On a un certain nombre de candidatures qu'on sélectionne. Je pourrais rentrer dans le détail dans les questions si ça vous intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, on a eu 41 personnes donc 41 personnes profils qui sont venues se rencontrer sur une journée. Vous voyez, et là, on revient à ce que je disais au début, ce sont des profils très divers. On a 31% d'entreprises, vous avez ici quelques logos, Perrier, Nestlé, Sodial, Diana, etc. 10% de chercheurs, donc vraiment académiques, bien que dans les compagnies, il y avait évidemment des profils chercheurs, hein, mais ici, on a aussi 10% d'académiques. Puis 50% de start-up et d'entrepreneurs sociaux. Et donc là, ce qui est très intéressant, c'est que nous, on va faire un travail extrêmement fort pour aller chercher les acteurs entrepreneurs sociaux. Parce que le travail start-up entreprise, il est assez classique, mais la collaboration multi-acteurs qui mélange les entreprises, les start-up, les chercheurs dans un même projet avec une lentille sociale et environnementale, c'est beaucoup plus rare. Et donc, c'est vraiment notre métier d'aller, de faire en sorte que ces personnes se retrouvent dans la même pièce. Vous avez aussi 7% de ce qu'on appelle les boosters, qui sont en fait des personnes qui peuvent aider les collaborations. Donc, qui sont présentes à la journée de rencontre. Vous avez des investisseurs, par exemple, ou des incubateurs. C'est important pour nous de les avoir dès le début du projet. Donc, on a aussi, en général, un petit pourcentage de boosters sur ces journées-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes se rencontrent. On a évidemment tout un set de méthodologies qu'on a créées. Le but, c'est de créer des collaborations qui vont amener à des réponses pour la question. Donc, en fin de journée, on obtient un certain nombre de réponses. Je vous montre quelques résultats. Ce qui est intéressant ici, alors on avait 13 pays représentés, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fin de journée, on a 15 projets collaboratifs qui sont déposés. Donc, sur 41 participants, on a 15 projets déposés, donc c'est quand même extrêmement efficace, et c'est des projets multi-acteurs, c'est pas du bilatéral. On en sélectionne 3 qui vont être accompagnés pour être menés à bien. Donc ici, je vous montre rapidement les 3 qui ont été sélectionnés et qui sont aujourd'hui en cours d'accompagnement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a différents niveaux de prise en compte de la question et de réponse apportée. Biotique, on est sur la création d'un nouveau packaging, d'un nouveau matériel, mais qui est basé avec une collaboration avec un entrepreneur social basé en Afrique. Et donc, il y a une très, très forte ancrage, un très fort ancrage et une importance de l'impact social que va avoir la création de cette nouvelle filière pour ce matériau qui est bio-based et qui est local. La deuxième, je vous en parle tout de suite après. La troisième, c'est Plastischool. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, on a une grosse collaboration d'acteurs qui, eux, vont faire des micro-factories, donc des micro-usines, pour transformer le plastique localement sur place avant qu'il se retrouve comme un déchet dans la nature. Et donc là, à nouveau, fort impact sur, alors à la fois la question environnementale évidemment, parce qu'il y a toutes des filières de recyclage qui sont mises en place localement, mais aussi sur la question de l'impact social, parce que on va faire en sorte que ces manières de recycler créent des nouvelles des opportunités économiques.
Et puis juste après, ce dont je voulais vous parler, c'est la collaboration entre FlexiKeg et Perrier. Alors, ce qui est très intéressant, on avait donc FlexiKeg à la journée de rencontres, et FlexiKeg, c'est une entreprise qui fait ce genre de fûts. Et en fait, ce sont des fûts flexibles que vous réutilisez et dans lesquels vous mettez votre bière en général, hein, parce qu'ils ont commencé avec la bière. Et l'idée, c'est d'avoir un impact environnemental beaucoup réduit par rapport à des fûts qui étaient en plastique ou des fûts en métaux qu'on connaît classiquement. Ici, vous avez beaucoup moins de déchets plastiques que les fûts classiques. Et vous avez une idée d'un produit qui est vraiment dans une idée de circularité. Donc on remplit le fût, on le vide évidemment en proposant les produits, et puis les fûts reviennent pour être re-remplis à la source, et etc. Ce qui est très intéressant, c'est que on se rend compte que par rapport, si on applique ce modèle de fût à un modèle de type boisson type Perrier, et bien en fait on a un produit qui est complètement changé. Si Perrier se met à faire du Perrier à la pompe ou du Perrier en vrac, qui pourrait être par exemple proposé hein, dans des magasins de vrac, et ben on se rend compte que c'est un business model différent, évidemment, mais c'est un produit qui est aussi potentiellement différent parce que Perrier est quand même un gros producteur de bouteilles en plastique. Donc là, on a quelque chose qui change complètement le modèle. Il faut évidemment repenser comment est-ce qu'on amène le produit de la source au consommateur. Et puis, ça reste des enjeux techniques complexes sur lesquels il faut travailler parce que c'est pas si évident que ça de changer la manière dont on amène le Perrier au consommateur sans changer le goût et que ce soit possible. Donc ça, c'est vraiment une collaboration d'innovation et de recherche, mais qui change en profondeur potentiellement le modèle de l'entreprise. Donc on est sur quelque chose de complètement différent. Je vous présente un deuxième cas d'usage. On pourra en parler hein, bien sûr pendant les questions. Je laisserai un temps d'échange. Un deuxième cas d'usage, alors là qui est un peu différent. On est face à une entreprise qui a déjà engagé une transition sociétale assez forte et qui souhaite aller plus loin pour chercher de nouvelles opportunités d'innovation responsable. Parce que le titre de cette conférence, c'était la croissance durable. Et une question qui peut souvent apparaître, c'est de se demander, mais finalement, est-ce que les entreprises ne sont pas juste poussées, obligées d'aller dans cette direction, mais il va falloir accepter, par exemple, d'avoir une croissance moins importante. Et dans certains cas, ce sera possible et ce sera nécessaire. Mais parfois, ça ouvre aussi une nouvelle opportunité, une nouvelle forme de faire de l'économie et puis évidemment des nouveaux produits. Donc là, je vais vous donner un exemple de ce type-là qui est extrêmement intéressant. Alors, l'entreprise avec laquelle on travaille cette fois-ci, c'est Diana. Diana est déjà une entreprise qui a beaucoup agi d'un point de vue responsable, dans le sens où donc c'est une entreprise de l'agroalimentaire qui propose des matières premières pour créer des produits agroalimentaires. Donc, par exemple, et un de leurs gros produits, ça va être la purée de banane, qui peut rentrer dans la composition de certaines recettes. Diana était déjà très engagée par rapport à ses méthodes d'agriculture. C'est une marque qui ne faisait que du bio et qui était très, très engagée localement sur de l'agroécologie, sur faire des transitions avec les petits agriculteurs, etc. Donc il y avait quand même une réflexion extrêmement forte au niveau en tout cas de la production et de l'agriculture sur les produits qu'ils proposaient. Ils avaient une problématique qui était les déchets industriels de fruits et légumes. Quand on fait de la purée de banane, on n'utilise pas les peaux de banane. Et donc, ils auraient pu être dans une approche relativement classique de valorisation de ces déchets en se demandant quelle était la meilleure manière d'avoir un impact environnemental moindre pour valoriser ces déchets de peau de banane.
Le travail qu'on a fait avec Socience et qui a été extrêmement intéressant, c'est qu'on a décidé d'aller un cran plus loin et de se demander comment la valorisation des fruits et légumes, des déchets de fruits et légumes, pouvait avoir des impacts positifs sur la nutrition et la santé des consommateurs. Et donc, on rentre dans une idée de circularité, mais une circularité qui n'est pas là que pour réduire les impacts négatifs, mais pour vraiment créer de nouvelles valeurs ajoutées, en fait, avec des impacts en nutrition et en santé. Donc, c'est le défi qui a été posé pour ce The Future Of. Je vous montre, on est sur les mêmes pratiques, hein, mais le défi est juste différent. Je vous montre quelques résultats. Donc là, vous voyez les participants, on en avait 48 participants à la journée. Et à nouveau, hein, on retrouve notre répartition très diverse d'acteurs. 34% de startups entrepreneurs sociaux, 23% de chercheurs et laboratoires, 26% d'entreprises, 3% d'organisations internationales, et puis nos fameux boosters, on était à 14%. Sur les résultats, même type d'idée hein, que ce que je vous ai présenté juste avant, on arrive à avoir sur ces 48 participants 20 projets collaboratifs qui sont générés, multi-acteurs, et à nouveau, on en sélectionne 3. Je vous en présente un parce que je le trouve particulièrement intéressant. Ça s'appelle Flore et en fait c'est un projet qui est issu de tout ce travail d'open innovation et l'idée c'est pour Diana de pouvoir utiliser les déchets fruits et légumes pour en faire des compléments alimentaires qui ont un vrai intérêt en termes de santé pour certaines populations. Ils ont commencé à s'intéresser aux populations seniors qui peuvent avoir parfois des problématiques pour avoir une bonne nutrition équilibrée et avec tous les besoins essentiels. Donc, ils commencent par les seniors. Mais il y a toute une réflexion sur un peu, par exemple, d'autres populations type les étudiants qui ne se nourrissent pas forcément de façon équilibrée, etc. Et donc, on voit qu'on est dans une réflexion où à la fois on réduit les impacts négatifs environnementaux des déchets, vu qu'on les réutilise, mais on se demande comment est-ce que ça peut créer de la plus-value pour la société avec des produits qui ont des impacts positifs pour la société. Ce qui est très intéressant, c'est que ça nous permet d'ailleurs de lancer ici un nouveau produit. Et il faut savoir que Diana est une entreprise qui fonctionnait essentiellement en B2B. Et là, pour ce produit, en fait, on passe sur du B2C. Et donc, on va vendre directement aux consommateurs. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on se rend compte que accepter une réflexion en profondeur sur quel type de nouveaux produits vont répondre à des enjeux de société leur permet de changer aussi leurs canaux de distribution, de réfléchir à des nouveaux leviers de croissance, des nouveaux produits. Et donc, on est sur une réflexion qui est globale, qui est à la fois économique, mais qui est aussi, et en premier lieu, sociale et environnementale. Alors, avant de passer aux questions, comment lancer un programme de ce type dans sa propre entreprise, dans mon entreprise. Évidemment, je vais vous parler ici de l'opportunité de faire de l'open innovation collaborative, donc comme les 2 exemples que je vous ai présentés. Je vais m'appuyer sur la méthodologie de Socience, mais ce que je vais vous donner sont des informations générales. On n'est pas obligé de faire un programme The Future Of pour avancer de cette manière-là. Nous, ce qu'on a vraiment tiré de nos expériences, c'est la manière et les points saillants d'importance pour que ce type de programme réussisse. Parce que c'est très difficile de faire collaborer en multi-acteurs des acteurs si différents qui n'ont pas les mêmes buts, évidemment. Et puis, comment on les met autour de la table, comment est-ce qu'on se met d'accord sur les résultats, sur les enjeux, etc. Donc, je vous montre quelques grands résultats qu'on a appris et qui peuvent être mis en œuvre. Je me concentre sur la question des innovations de pratique. Vous le voyez ici, hein, il y a d'autres points, il y a former les équipes, il y a avoir des espaces dédiés à ces questions, mais là, on va parler vraiment des innovations de pratique en interne. Et vous le voyez, je vais parler de tous ces points, un but commun pour le bien commun, des acteurs divers aux intérêts divers, des médiateurs pour créer la collaboration et des projets qui mêlent les divers acteurs et qui peuvent être soutenus sur le long terme. Alors,
Ça, c'est un calendrier classique dans The Future of, et vous voyez, ça se fait en plusieurs phases. Il faut bien se préparer et bien cadrer les choses avant de pouvoir faire une rencontre et de pouvoir espérer des collaborations qui vont arriver au bout. Sur les défis, je vous ai présenté celui de Perrier, je vous ai présenté celui de Diana. Je vous en donne ici un troisième qui est sur l'agriculture urbaine qu'on a en ce moment, qui est ouvert en ce moment. Et vous vous rendez compte que tous ces défis, évidemment, se concentrent en premier lieu sur la question sociale et environnementale. Donc le point d'entrée, c'est toujours l'impact sociétal. J'en ai parlé rapidement pour Perrier. On passe d'un enjeu technique qui était lié à un produit spécifique, la bouteille Perrier, mais c'est pas comme ça qu'on pose la question, parce qu'on est dans des enjeux qui sont globaux, qui intéressent largement beaucoup de monde. Et donc, la question, on va la poser en termes de challenge global dans tout un secteur. Ça, c'est extrêmement important parce que si on veut avoir de la collaboration et si on veut avoir des personnes intéressantes pour venir collaborer sur nos problématiques, eh bien, en fait, il faut être capable de se demander en quoi nos problématiques sont les problématiques globales, en fait, sont les problématiques de société. Et c'est ça qui va intéresser les acteurs les plus intéressants sur ces questions-là. De la même manière, pour Diana, je vous ai parlé de la question des pots de banane, mais vous voyez bien que la question n'est pas centrée sur les pots de banane. On a parlé des fruits et des végétaux en général, parce que c'est très important d'avoir une question qui n'est pas trop précise, ni trop large, ni trop précise. Si elle est trop précise, vous ne trouverez pas les acteurs intéressants, parce que finalement, votre problème n'intéresse que vous. Et ce qu'il faut réussir à faire, c'est d'intéresser plus largement les gens qui ont les compétences pour vous aider. Et évidemment, il ne faut pas que ce soit trop large parce que nous, on préconise d'avoir maximum 50 personnes autour de la table pour pouvoir créer des collaborations. Et 50 personnes, bon, si la question est trop large, on ne va pas réussir à collaborer. Donc ça, c'est un fin travail, ni trop large, ni trop précis. La collaboration, elle commence dès qu'on pose la question, parce qu'avoir une question intéressante, ça demande de savoir qu'est-ce qui intéresse les acteurs qu'on va vouloir réunir. Ici, je vous ai mis une petite liste des personnes qui ont participé à la définition de la question de notre programme sur l'agriculture urbaine. Vous voyez, il y a déjà des chercheurs, de la société civile, des ONG, des startups. Donc, on est déjà dans la collaboration au moment de définir le défi. Sur l'appel à candidature, et donc là, ce sera peut-être le plus gros message que je pourrais faire passer aujourd'hui, ne négligez pas les écosystèmes à impact. Ils apportent réellement une connaissance des problématiques sociales et environnementales, et puis des véritables solutions dans les collaborations. C'est des acteurs qui sont clés. Nous, quand on fait du sourcing et qu'on fait un appel à candidature, évidemment, on a des acteurs de l'écosystème scientifique. Vous le voyez là, c'est ANRS, INRAE, IRD, etc. Mais on a aussi notre écosystème impact qu'on mobilise, des Ashoka, Make Sense, Greened, Echoing Green, etc. Et c'est extrêmement important parce que très souvent dans l'innovation, aujourd'hui, on va faire des rencontres soit industrie-chercheurs, soit industrie start-up, mais le multi-acteur sur des enjeux de société et sur des enjeux de transition nécessite vraiment d'avoir les experts de ces problématiques de société et donc d'avoir l'écosystème à impact. Donc ça, c'est vraiment un message clé. Ça change les projets et ça change les produits qu'on arrive à faire. Et puis, ça change aussi en interne l'état d'esprit de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Et ça ramène très souvent des nouveaux talents parce que les jeunes aujourd'hui qui sont à la recherche de l'entreprise pour laquelle ils souhaiteraient travailler sont très en recherche de sens, et les écosystèmes à impact peuvent vraiment faire pencher la balance en votre faveur. Sur la rencontre et la collaboration, je vais être assez rapide parce que j'en ai déjà pas mal parlé. Évidemment, ce qui est important, c'est d'avoir des acteurs divers aux intérêts divers. Et ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que notre répartition de participants, donc des gens qui participent à la rencontre, avec les outils qu'on met en place, c'est pas juste les gens qui participent à la rencontre, mais c'est aussi les personnes qui sont dans les projets.
Donc, ce que je vous le disais, hein, on fait toute une journée de médiation avec des outils spécifiques dont le but est de créer des collaborations diverses. Ça, c'est des chiffres que je vous ai déjà présentés, 20 projets de collaboration. Vous voyez, on est toujours un peu sur les mêmes chiffres, à une quarantaine de participants, 20 projets de collaboration. Pour The Future, sur le plastique, on était à 36 et une quinzaine de projets collaboratifs. Donc, on est sur ce genre de chiffres. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans mes collaborations, j'ai aussi ma répartition de projets divers, d'acteurs divers. Donc, les startups, les chercheurs, les entreprises, les ONG font partie, et les entreprises sociales évidemment, font partie des projets qui sont lancés derrière. Donc, c'est pas juste des acteurs qui sont là pour donner un point de vue ou un avis à un moment donné. On n'est pas juste en train de discuter avec les parties prenantes, mais on les engage réellement dans la collaboration. Et c'est pour ça que les projets collaboratifs sont intéressants et en fait donnent des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouveaux produits qui peuvent répondre à des problématiques de société. Voilà pour moi. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à prendre contact avec moi, évidemment. Et puis, je pense qu'on va pouvoir passer à la partie questions. Merci beaucoup. Merci Mélanie. Alors oui, il y a des premières questions. Est-il possible de partager les références bibliographiques qui ont inspiré la méthodo? Oui, alors je peux en donner quelques-unes, mais il faut savoir que le travail The Future Of, ça a été très itératif. On est à la 9e édition, et donc à chaque édition, on a amélioré ce qui marchait pas en fonction de nos besoins et des résultats qu'on attendait. Et donc c'est aussi énormément de savoir-faire que nous, on a théorisé, mais qui ne vient pas d'une théorie en particulier. Très bien. Est-ce que l'approche peut très bien être adaptée aux problématiques PME? Oui, absolument. L'approche, elle est intéressante quand on a un enjeu qui est à la croisée de problématiques sociales ou environnementales et d'enjeux techniques produits. La taille de l'entreprise ne va pas poser problème pour avoir un certain nombre d'acteurs autour de la table. En général, les collaborations, elles sont vraiment créées parce que les personnes qui viennent sont profondément convaincues qu'elles veulent répondre à cette question. Et donc, le fait que ce soit une PME n'est pas du tout un problème. Merci. À quel point faut-il engager la direction? Au contraire, est-ce que c'est des démarches qui peuvent aussi être bottom-up, c'est-à-dire qui peuvent partir des équipes? C'est une très bonne question parce que, en fait, les deux sont clés. Ce genre de programme, c'est très difficile si la direction n'est pas engagée parce que ça peut changer en profondeur les produits, l'entreprise en fait, hein. Donc on a besoin d'une direction qui puisse au moins donner son accord pour le faire et pour avancer. Alors après, faut pas s'inquiéter, hein, il y a beaucoup de phases d'implication de la direction. Par exemple, quand on va définir le défi, elles peuvent être présentes, elles peuvent dire oui, non sur les différents défis qui sont sortis. Donc il y a pas mal d'onboarding qui se fait en amont. Mais donc la direction, c'est absolument clé. Et puis ensuite, évidemment, c'est des approches. Moi, je crois beaucoup au bottom-up parce que derrière, il faut que les équipes fassent partie des projets collaboratifs. Et donc, il faut qu'il y ait de l'envie. Et donc, il faut avoir des gens qui soient vraiment dans le dur et qui travaillent à ces enjeux-là. Et donc, c'est vraiment les deux, quoi. Il faut du bottom-up et il faut la direction. Merci. Est-ce qu'il y a des enjeux de propriété intellectuelle? Et si oui, comment sont-ils traités? Oui, c'est une excellente question. Nous, on préconise vraiment de ne pas parler de propriété intellectuelle avant la rencontre. Parce qu'en fait, ça tue tout. Ça tue les rencontres, ça tue les envies, ça tue les innovations. Et du coup, il n'y a plus possibilité de collaborer derrière. Ce qu'on fait, c'est que le jour de la journée de rencontre, alors évidemment, tout le monde est briefé, hein, il ne s'agit pas de dévoiler ses secrets industriels à tout le monde. Donc tout le monde sait qu'on n'est pas encore dans un cadre où la question de la propriété intellectuelle
va être protégé, ou enfin voilà. Donc on discute, on commence à discuter de collaboration potentielle, mais on ne dévoile pas des choses clés. Et à partir du moment où on a déposé un projet de collaboration, donc là on a un certain nombre de noms sur une fiche qui disent voilà, tel chercheur, telle entreprise sociale, tel industriel s'est rencontré, on souhaite faire ça ensemble, on pense qu'on peut faire ça ensemble. Et bien là, c'est le moment où on commence à parler de propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'on se réunit en petits groupes sur le projet en question. On peut signer des NDA, enfin on commence vraiment à mettre en place un travail plus classique, plus industriel, pour avancer ensemble. Mais ne surtout pas commencer à en parler avant d'avoir fait venir les acteurs, avant qu'il y ait eu une envie en fait de collaborer. Parce que si on passe des heures à signer des contrats avant même d'avoir envie de collaborer, il n'y a plus rien qui se passe, quoi. Merci. Vous avez évoqué outils, médiation, médiateur. S'agit-il de facilitateurs et est-ce qu'on est dans des approches d'intelligence collective? Ouais, c'est effectivement des facilitateurs, mais ça va assez loin parce que, donc nous, par exemple, les équipes de Socience, on se voit tout à fait comme des médiateurs entre tous ces acteurs. Déjà parce qu'il faut pouvoir les réunir, et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on est parfois sur des sujets très touchy, et on a eu, nous, des entreprises qui nous ont dit ce groupe, cette ONG ou cette start-up, ça fait 2 ans qu'on essaye de les contacter, ils nous répondent pas. Et nous, Socience, ils ont répondu à notre appel à projet parce qu'on a on est un tiers acteur en fait, on est un tiers, on n'est pas engagé ni d'un côté ni de l'autre, et donc c'est vraiment important d'avoir cette figure neutre de médiateur pour pouvoir mettre tout le monde autour de la table. Et on a voilà, des entreprises qui n'arrivent pas à faire venir les bonnes personnes autour de la table, mais juste parce que si la démarche vient d'elle-même, il va y avoir une crispation. Donc ça, c'est extrêmement important, avoir des médiateurs qui puissent réunir les personnes. Et puis ensuite, sur l'animation des groupes, il y a effectivement de l'intelligence collective à créer, et donc il y a des outils, il y a les équipes de Socience par exemple qui vont faire en sorte que la discussion ait lieu, et puis il faut être capable aussi de faire le lien entre différents projets qui ne voient pas forcément tout de suite qu'ils ont quelque chose à faire ensemble. Et c'est là que c'est important d'avoir des gens qui sont à la fois spécialistes, par exemple en intelligence collective, mais aussi qui comprennent très bien les enjeux techniques dont on est en train de discuter pour pouvoir faire les liens. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'animer un groupe et de bien connaître les méthodes d'animation, mais il s'agit aussi de connaître un secteur, de connaître une industrie. Donc c'est des profils assez particuliers. Ouais. Merci. Quel est votre business model, par exemple sur le projet Perrier? Est-ce que, in fine, Perrier est votre seul client? C'est une excellente question. En fonction des programmes, on peut avoir un certain nombre de clients associés. Donc effectivement, notre business model, c'est que nous, on est rémunéré par les partenaires. Ça peut être des partenaires privés ou publics. On n'a pas forcément que des partenaires privés. Mais donc sur chaque programme, on a le partenaire qui permet d'être, enfin, qui est le client de Socience. Il peut y avoir plusieurs partenaires sur une même question. Donc là, par exemple, Perrier, c'est un excellent exemple. Il se trouve que c'était notre seul client, mais en fait, c'est parfait comme type de sujet pour faire une coalition d'acteurs autour en fait d'une problématique. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ce qu'il est important de noter aussi, c'est qu'il y a le travail de Socience, donc qui est assez important, mais derrière, il y a des collaborations qui émergent. Et les collaborations, elles ont elles-mêmes leur propre business model. Et donc, soit le partenaire va vouloir remettre au pot et financer un certain nombre de collaborations, soit ces collaborations vont pouvoir répondre à des appels à projets spécifiques et de toute façon trouver leur business model, parce que le but, in fine, c'est que chaque collaboration soit autonome. Mais donc, voilà, il y a aussi les deux, il faut bien voir les deux pans de ce type de méthodologie. Merci Mélanie. Comment savoir sur quel sujet engager une démarche d'open innovation à impact? Alors c'est une bonne question, surtout que dans les entreprises en général, il peut y avoir beaucoup de sujets, et donc on peut se demander sur quoi aller. Déjà, ce type d'approche,
il faut vraiment être sur des sujets qui vont intéresser plus largement. Donc moi, en général, la manière dont je le présente, c'est que c'est des sujets plutôt de société, sur lesquels on va trouver beaucoup d'acteurs. Alors non seulement des acteurs de la société civile, mais parfois aussi des concurrents qui ont les mêmes problématiques. Et donc là, effectivement, ça peut valoir le coup de faire une coalition. Et comment est-ce qu'on fait ensuite en interne? En fait, moi, j'invite vraiment les entreprises ou enfin les personnes intéressées à animer déjà, ne serait-ce qu'en interne, des groupes pour, savoir sur quel sujet on va partir, lequel a le plus de, déjà d'intérêt, pour l'interne, mais aussi d'opportunités, de potentialités. Et donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui peuvent s'animer. Nous, Socience, c'est des groupes qu'on anime pour pouvoir savoir sur quel sujet lancer un programme d'OpenInno à impact qui va vraiment avoir des résultats. Mais ce qui est très important, c'est vraiment de faire une sorte de classification des sujets qui sont à la fois prioritaires pour la boîte et qui sont aussi des vrais enjeux de société sur lesquels on va trouver en fait des collaborations. Si on a a priori ce qui semble être une dernière question, est-ce que ces démarches peuvent vraiment générer de nouveaux business ou faut-il au contraire abandonner certaines activités? Eh bien, je répondrai les 2. C'est-à-dire que nous, on a vraiment des projets qui émergent et qui sont des projets de nouveaux business. Le cas de Diana en est un. Hem Et en même temps, il faut être en capacité et accepter parfois d'abandonner certaines choses. Donc c'est vraiment dépendant des entreprises. Mais finalement, moi, la manière dont je le prendrais, c'est plutôt à l'inverse. Il n'est pas impossible que les crises sociales ou environnementales par lesquelles on passe nous forcent de toute manière à abandonner un certain nombre d'activités. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait finalement d'un portefeuille de compétences, d'un portefeuille de brevets, d'un certain nombre de capacités de production? Et je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur la redirection et la transition en fait des activités, et en fait ce type de programme est une manière, de réfléchir en profondeur à ça et d'aller vers cette redirection. Merci Mélanie. Alors c'était la dernière question. Alors bien entendu, il y a les questions dans le cas du webinaire. Vous avez l'adresse mail de Mélanie. N'hésitez pas à poser vos questions. Je pense qu'elle se fera un plaisir d'y répondre après le webinaire. Si vous avez des sujets, je pense qu'il ne faut pas hésiter à la contacter. Alors un petit mot de conclusion de mon côté et puis je laisserai le mot de la fin à Mélanie. Donc merci à vous pour votre participation active aussi. Et puis je vous dis à très bientôt sur un nouveau webinaire. Et bien entendu, si vous souhaitez rejoindre France Innovation, la porte est ouverte. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Merci à vous. Et puis le mot de la fin, c'est pour Mélanie. Merci à tous, d'être venus, si nombreux. Moi, je suis ravie de voir que, ces questions de recherche et d'innovation responsable, intéressent réellement et qu'on voit que ce sont maintenant, des vrais leviers pour, se rediriger, pour faire une transition et puis pour espérer avoir une croissance, durable et une économie, de demain. Merci à tous. Merci, bonne journée, au revoir.